on se retrouve pour une petite conférence qui concerne cette fois-ci le bien-être équin. Donc je me présente, je m'appelle Claire Vicargus et je suis en charge des projets bien-être animal à la Fédération française d'équitation. Nous sommes deux à ce poste, donc avec Déborah Bardou, peut-être que le nom est commun pour certains. Et aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les actions fédérales qui sont mises en place en faveur du bien-être équin. Alors, tout d'abord, je voulais replacer le bien-être animal en société. C'est devenu un sujet qui est majeur, qui prend de plus en plus d'ampleur. Et il y a plusieurs facteurs qui font que justement ce sujet-là a de plus en plus d'importance en société. Tout d'abord, l'évolution de la place de l'animal. Ensuite, l'influence des réseaux sociaux et de la recherche scientifique. Pour ce qui s'agit de la place de l'animal, les scientifiques ont mis en avant qu'il y avait une perte de proximité avec le monde agricole. Maintenant, c'est assez facile de trouver des enfants qui n'ont jamais vu de chevaux de leur vie. Il y a également une plus grande sensibilité pour le monde animal, pas uniquement pour les chevaux, mais également pour les chiens, les chats, les lapins, etc. Et le cheval, il a un statut particulier dans notre société, puisque auparavant, c'était considéré comme un animal de travail, alors que maintenant, c'est plutôt un partenaire sportif, de loisirs ou encore de santé. Donc son statut a beaucoup évolué. Oups, ça bouge. Les réseaux sociaux, ils ont également une influence très importante sur ce sujet, puisque l'information, elle est diffusée très rapidement, notamment les images, les vidéos. Et quand elles sont positives, elles se diffusent. Par contre, quand elles sont négatives, elles se diffusent d'autant plus vite. Parfois, elles sont médiatisées à très grande échelle. Et la recherche scientifique, elle a également une importance de plus en plus majeure au niveau du bien-être animal, puisque les chercheurs et leurs sujets s'intéressent de plus en plus au bien-être animal, pas forcément que le cheval. Mais au niveau du cheval, ça nous permet d'avoir de nouvelles connaissances, ou en tout cas des connaissances qui sont actualisées, et d'avoir aussi des données sur son bien-être et comment l'améliorer. Et ces connaissances-là, elles sont aussi plus accessibles. Par exemple, on peut regarder une vidéo sur Internet d'un chercheur qui explique les résultats d'une étude, ou alors lire un article dans la presse. Toutes ces évolutions, elles ont permis de conduire à une remise en question des activités équestres. Aujourd'hui, il y en a certains qui ne tolèrent plus les activités équestres, notamment par toutes ces questions sociales et sociétales. Alors en science, on parle de la licence sociale justement pour remettre en question une activité. Et la licence sociale, ça définit le contrat moral qu'on a entre une activité et la société. C'est un contrat qui est implicite, il n'est pas du tout matériel, et ça va nous permettre de questionner une activité. Par exemple, est-ce que les activités de chasse sont plus ou moins tolérées? Est-ce que les activités de natation sont plus ou moins tolérées? Eh bien, en tout cas, pour les activités équestres, celle-ci, elle est remise en question, et c'est à nous d'y répondre le mieux qu'on peut pour essayer justement de valoriser cette activité. Il y a donc des comportements qu'il va falloir valoriser et d'autres à éviter. Par exemple, il va falloir éviter de ne pas répondre aux interrogations du public. On peut se dire, voilà, ils y connaissent rien, moi je ne vais pas perdre mon temps à y répondre. Mais en fait, ces personnes-là, ils ont juste besoin d'un avis. Et si on leur donne des connaissances, des données qui sont objectives et qui sont fiables, qui sont prouvées, ça leur permet de se former un avis. Il faut éviter également de contourner les critiques en mettant en avant les aspects positifs, parce que dans tous les cas, les questions qu'on a, elles vont forcément revenir sur la table, et même si on les a contournées, à un moment donné, elles vont revenir. Ça ne sert à rien non plus de discréditer le grand public ou les associations, les ONG, parce que leur question est légitime, et que justement, encore une fois, il faut essayer de donner des réponses clés et de leur donner des outils pour répondre à tout cela. Et enfin, ça ne sert à rien de pointer du doigt des acteurs des autres filières. Par exemple, mon voisin ne fait pas aussi bien que moi. On va le voir juste après, mais le bien-être animal, c'est un sujet qui, pour sa prise en compte, en tout cas, nécessite de travailler collectivement. Par contre, ce qui est à privilégier, c'est par exemple de reconnaître que les interrogations, elles sont intéressantes, qu'elles sont pertinentes, et encore une fois, de donner des éléments objectifs à ça. Si on n'a pas ces éléments objectifs, le mieux, c'est de s'entourer de professionnels ou de scientifiques qui vont nous permettre de répondre aux questions pour lesquelles nous, on n'est pas capable. Et enfin, comme je vous le disais, le bien-être animal, c'est un sujet pour lequel il est nécessaire de travailler collectivement. Tous les acteurs sont impliqués et tous les acteurs ont leur rôle à jouer pour pouvoir améliorer les pratiques sur le terrain. Quand je dis tous les acteurs, je parle des coachs, des enseignants, du staff fédéral, des officiels de compétition, des médias et encore des institutions comme la fédération. Elle a son rôle à jouer dans une meilleure prise en compte du bien-être animal. Et pour un petit point de contexte, encore une fois, le lien avec le cheval, c'est le premier critère qu'on a pour se diriger vers une structure. Un jour, vous êtes allé dans un centre équestre parce que vous vouliez la proximité avec l'animal, vous vouliez la proximité avec les chevaux. Et le bien-être animal, aujourd'hui, avec toutes les évolutions qu'on a vues en société, c'est aussi un critère qui est hyper important dans le choix d'une structure. Cette structure-là, par exemple, elle respecte mieux le bien-être animal, donc je vais plutôt me diriger vers celle-ci. Et c'est aussi un critère de fidélisation. Par exemple, je vais rester parce que je considère que le bien-être animal est très bien pris en compte dans cette structure.
Et ce qui est intéressant, c'est que le programme Fidèle Équestre, qui a été mené il y a quelques années, a permis de mettre en évidence que 33% des pratiquants hors structure, ils ont été insatisfaits un jour des conditions qu'ils ont croisées dans les structures dans lesquelles ils sont allés, pour lesquelles ils ne vont plus. Et surtout, ils n'étaient pas d'accord avec la perception qu'il y avait du bien-être équin. Donc c'est à nous de travailler là-dessus pour essayer justement de les faire revenir, entre guillemets. Et donc la fédération, comme je vous disais, elle a son rôle à jouer et elle a plusieurs actions à différents niveaux. Je vais vous présenter quelques-unes. Les actions qui considèrent les améliorations directement au sein des clubs, tout ce qui concerne la recherche scientifique et le soutien qu'on peut y amener, et enfin toutes les actions qui sont menées à destination des cavaliers et du grand public. Pour ce qui concerne les pratiques au sein des clubs, comment les améliorer, la fédération elle est signataire de la charte pour le bien-être équin en 2016 avec d'autres acteurs de la filière cheval. Et cette charte-là met en avant plusieurs mesures pour améliorer la prise en compte du bien-être animal. Pour essayer de rendre ça plus effectif, un guide des bonnes pratiques a été rédigé avec des données qui sont bien plus terrain pour essayer de directement les mettre en œuvre sur le terrain. Et donc ce guide des bonnes pratiques a été rédigé en 2018 et validé par l'ANSES en 2021. Et pour les clubs, en tout cas pour ce qui s'agit de la Fédération française d'équitation, il y a la mention bien-être animal qui a été développée, qui permet là encore de mettre en place ces mesures, de les valoriser et d'aller au-delà pour certaines. Donc cette mention, elle existe depuis 2019 et c'est aux dirigeants de structure de la solliciter. Donc c'est une démarche volontaire, ils ne sont pas obligés, c'est eux qui souhaitent faire la demande de cette mention justement pour valoriser leurs pratiques au sein de la structure. Et surtout, ça leur permet de progresser continuellement. Parce qu'il va y avoir un système d'audit, des auditeurs vont passer dans la structure, ils vont évaluer différents critères, comme on peut voir dans le petit encadré, par exemple les aspects sanitaires, les aspects d'hébergement ou encore de comportement des chevaux. Et ils vont avoir une note qui va leur permettre d'avoir ou non la mention. Faut savoir que cette mention permet d'aller au-delà des exigences légales. Ce que demande la loi est plus faible, entre guillemets, que ce qui est dans cette mention. Donc ça permet de valoriser tout ce qu'on fait de plus, entre guillemets, que ce qui est obligatoire. Et aujourd'hui, on a déjà 2500 clubs qui ont cette mention et qui la met en avant justement pour leurs cavaliers et pour leur clientèle. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette mention, ils bénéficient d'un regard extérieur. Comme je vous disais, c'est un auditeur qui vient. Les auditeurs, c'est des professionnels de la filière. Ils ont été un jour, par exemple, dirigeants d'une structure. Et donc, ils ont une vision un petit peu plus ouverte. Ils voient d'autres structures et ils permettent de comparer et potentiellement de proposer des solutions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils vont mettre en avant qu'est-ce qui est déjà bien au sein de la structure, les points forts, mais surtout qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en donnant des petits conseils. Et surtout, ce que je voulais souligner, c'est que l'évolution pour chaque structure, en tout cas avec cette mention, ça permet d'accompagner les structures depuis leur point de départ de là où ils sont. C'est-à-dire que peu importe de là où on part, il y a toujours des évolutions possibles pour améliorer les pratiques au sein du club. La mention bien-être animal, elle a donc un cahier des charges, comme je vous le disais, avec plusieurs critères qui sont évalués. Sa première version avait été élaborée en 2019 et a tenu jusqu'en 2023, où en 2023, elle a été révisée pour justement ajouter un critère supplémentaire, pour également ajouter des situations rédhibitoires. Dans la première version, il n'y avait que 6 critères rédhibitoires, maintenant il y en a 13. Et cette version a permis de mieux pondérer tous les critères qui englobent le concept des 3 F. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, le concept des 3 F permet de définir les besoins fondamentaux du cheval, forage, friend and freedom. Donc forage, le fait de donner une alimentation riche en fibres en continu. Freedom, le fait de pouvoir bénéficier d'accès en liberté sans contrainte de vitesse ni de déplacement. Et friends, le fait de pouvoir avoir des interactions sociales avec des congénères. Ça, c'est les besoins fondamentaux du cheval, c'est-à-dire que c'est le minimum vital, entre guillemets, pour satisfaire le bien-être du cheval. Et la 3e version, elle est en cours d'élaboration et on espère pouvoir la mettre en œuvre en 2026, donc très prochainement. Et cette réévaluation du cahier des charges permet, pour les structures qui ont déjà cette mention, de rehausser les exigences, justement. Pour améliorer les pratiques au sein des clubs, c'est également hyper important de former les professionnels, les enseignants et les dirigeants. Comme on a vu, la recherche scientifique, elle évolue très très vite sur le sujet. Et donc, si les professionnels ne se forment pas aux nouvelles connaissances qu'on a, peut-être que leurs connaissances vont être obsolètes, même si la formation initiale était de très bonne qualité. Donc la fédération, elle propose plusieurs formations, notamment sur les périodes hivernales.
Et par exemple, au début du mois de décembre, on avait une formation medical training qui permet d'entraîner les chevaux à être plus coopératifs lors des soins et potentiellement à rendre ça même positif, à rendre ça comme un moment agréable. Donc ça permet d'améliorer la sécurité de tout le monde puisque les chevaux vont se laisser faire plus facilement. Par exemple, pour mettre des gouttes dans les yeux ou pour n'importe quel soin, même au niveau de la bouche, des dents, etc. Et ça permet également d'améliorer le bien-être parce que si le moment est rendu positif, forcément, c'est plus agréable pour le cheval. Donc là, c'était une formation de 2 jours avec 10 participants qu'on a eu début décembre. Ils ont pu poser leurs questions qui étaient spécifiques à leur structure ou spécifiques à leurs chevaux. Ils ont pu avoir des notions théoriques sur le mécanisme d'apprentissage, etc. Et une partie pratique avec des chevaux, justement, des chevaux qu'ils ne connaissent pas, des chevaux qui sont inconnus également à tous ces soins et à cette méthode d'apprentissage. Et donc, ils ont pu se former directement et réintroduire ces données-là et ces connaissances au sein de leur structure. En janvier, on a également une formation qui concerne la gestion de l'alimentation. Elle s'est déjà déroulée en mai dernier et donc on a une deuxième session en janvier. C'est une formation qui va permettre de mieux comprendre la physiologie du comportement alimentaire du cheval, comment il digère, comment ça se passe au final dans son ventre, et surtout d'essayer de comprendre quels besoins il a réellement en fonction de son activité et surtout en fonction des contraintes potentiellement de la structure et des contraintes économiques. Parce que cette formation-là, elle va permettre de mettre en avant toutes les données et toutes les solutions technico-économiques qui sont possibles pour votre structure. Et c'est notamment possible d'amener des petites étiquettes de vos compléments et d'essayer de les analyser tous ensemble pour voir si ça correspond à vos chevaux. Donc ça, c'est une formation qui se déroule le 19 et 20 janvier au Parc équestre fédéral. Et pour les formations, on a souvent des contraintes de temps, évidemment. Hein. C'est pas toujours facile de pouvoir avoir un petit peu de temps pour pouvoir se former, notamment sur 2 jours. Des contraintes de déplacement. Les 2 formations que je vous présente, elles ont lieu au Parc équestre fédéral, mais il y en a également qui se développent en région. Et parfois, il y a la contrainte financière. Sachez qu'aujourd'hui, il y a énormément de financement en fonction de votre situation. Il y a des financements Vivea, des financements Ocapiat, etc. Et à la fédération, on a un service dédié à toute la formation, le service formation, qui pourra répondre à vos questions et vous aider dans la recherche de financement, par exemple. La fédération, elle soutient également des projets scientifiques. Par exemple, le projet de Zigna-Guitin, c'était une thèse qui questionnait les relations cheval-humain au sein des collectifs de travail dans les sports équestres de haut niveau. Donc, elle s'est intéressée aux relations qu'il y a entre les humains, entre les grooms et le cavalier, par exemple, et entre les humains et le cheval, pour essayer de voir comment tout ça pouvait être une composante du bien-être au sein de l'équipe, et surtout comment ça pouvait être un levier de la performance. Il y a également le projet Happy Athlete, que vous avez peut-être déjà entendu. C'est un projet qui vient de se clôturer, qui était mené par Romane Philippon, une thèse de 3 ans, qui s'est intéressée à identifier des indicateurs d'émotions positives chez le cheval monté de haut niveau. Il faut savoir que dans la recherche scientifique, on s'est beaucoup axé sur l'absence de mal-être. Et là, cette thèse-là, elle permettait au contraire de mettre en avant des signaux de bien-être. Et surtout chez le cheval monté. Alors du coup, je vais vous présenter quelques résultats de la thèse de Romane. Premièrement, elle s'est intéressée, comme je vous le disais, aux chevaux de très haut niveau. Et notamment, elle s'est intéressée à qu'est-ce qui était vraiment des facteurs de bien-être pour eux en fonction de leurs conditions de vie qui sont particulières. Ces chevaux-là, ils voyagent beaucoup, par exemple. Donc potentiellement, c'est compliqué d'avoir un groupe stable de congénères. Et donc, elle a essayé de savoir qu'est-ce qu'étaient les vrais 3 facteurs qui leur permettaient d'améliorer leur bien-être au quotidien. Et elle s'est rendue compte que c'était également le concept des 3 F, donc comme je vous ai présenté, Forage, Friend and Freedom, qui permet d'améliorer leur bien-être malgré leurs conditions de vie particulières. Et ce qui est intéressant de souligner, c'était que cet accès aux 3 F, il est compatible avec la performance sportive. Parce que Romane, elle a étudié et elle a vu notamment des chevaux de sport qui ont participé au JO de Paris 2024 et qui avaient accès à ces 3 F. Donc comme quoi, c'est compatible de pouvoir faire du sport à très haut niveau et de leur permettre d'avoir ces besoins fondamentaux. Elle s'est également intéressée aux expressions faciales. Tout d'abord, elle a essayé de savoir comment nous, on perçoit les expressions faciales du cheval. Et pour ça, elle a fait un petit questionnaire où il y a eu plus de 930 répondants avec des expériences variées en lien avec le cheval ou avec l'équitation. Ils avaient un petit cercle et sur ce cercle-là, il fallait placer une petite tête. Soit c'est une émotion positive ou négative et est-ce que c'est une émotion de basse intensité ou de haute intensité. Et ce qu'elle a remarqué une fois les résultats obtenus, c'est que les expressions faciales qui sont plutôt négatives, ça, elles sont très bien reconnues par l'ensemble des répondants, peu importe l'expérience. C'est-à-dire que quelqu'un qui est moins familier avec le cheval va quand même très bien reconnaître un cheval en inconfort.
Par contre, les expressions faciales qui sont plutôt positives, elle a remarqué que c'était plutôt mal reconnu, et ça, peu importe l'expérience qu'on a avec les chevaux également. C'est-à-dire que même un très bon cavalier a potentiellement autant de mal à reconnaître une émotion, enfin en tout cas une expression faciale positive, qui reflète une émotion positive, chez le cheval, comparé à quelqu'un du grand public qui côtoie moins les chevaux. Donc ça, c'est intéressant comme levier parce que ça nous permet d'avoir, nous, des axes de travail. En fait, ça serait intéressant qu'on s'attelle à mieux reconnaître ces expressions faciales pour essayer de mieux reconnaître les moments indicateurs de bien-être pour nos chevaux. Elle a notamment étudié ces expressions faciales dans des contextes d'anticipation positive ou négative. Pour ça, elle a entraîné des poneys dans un sas d'attente. Ils devaient attendre, soit c'était une anticipation positive, dans ce cas, ils attendaient et rejoignaient un pré avec des copains, soit c'était une anticipation négative, et dans ce cas, ils attendaient dans le sas, et ensuite, une fois qu'ils étaient libérés, ils rejoignaient un box avec des objets nouveaux, et donc très stressants. Et au cours de cette étude, elle a remarqué 4 profils d'expression faciale, 2 positives, 2 négatives, et ces expressions-là, elle les a retrouvées chez les chevaux de sport, à l'entrée de piste, dans le couloir d'attente. Elle a retrouvé ces mêmes expressions faciales. Donc ça, c'est les petites photos qui sont issues de son petit jeu. Et si vous voulez tenter, je vous laisse essayer de deviner combien on a d'expressions positives. Sur toutes ces photos, combien il y en a? Et je vous laisse me donner une estimation. 4? 2? Il y en a d'autres? Et ben en fait, sur cette photo, enfin sur cette diapo, on n'en a que 3. On a un cheval qui se fait groomer tout en bas avec la lèvre supérieure en avant. On a le cheval détendu avec la lèvre du bas qui est un petit peu pendante. Et le petit blanc là qui est très curieux, qui regarde un seau de grain. Ça, alors c'est un petit peu biaisé, hein, mais c'est volontaire sur ce test-là. On n'a que la tête du cheval, alors qu'en fait, sur la queue, sur les membres, etc., on peut avoir des informations intéressantes et qui peuvent se cumuler avec l'expression faciale. Mais déjà, si on s'attelle à reconnaître les expressions faciales qui sont très indicatives et là où on a beaucoup de signaux, on a déjà beaucoup d'informations. Donc comme je vous le disais, sur ces expressions faciales-là, on a plein de choses à reconnaître, notamment la hauteur de l'encolure, est-ce qu'elle est haute, médiane, basse, l'ouverture de l'œil, est-ce qu'il est plutôt très ouvert et on voit le blanc, est-ce qu'il est plutôt mi-clos, est-ce qu'il est fermé. Et sur la bouche et sur les naseaux, on a également énormément d'informations, que ce soit pour des expressions faciales positives ou négatives. Est-ce que les naseaux sont dilatés? Est-ce qu'ils sont serrés? Est-ce que la bouche est plutôt détendue ou au contraire, elle est très contractée? Tout ça, c'est très important et c'est des signaux qui sont utilisables sur le terrain, que ce soit pour un cheval au travail ou un cheval au repos, pour reconnaître ces émotions positives. La fédération, elle actualise également régulièrement les programmes des galops pour essayer de justement intégrer toutes les connaissances et toutes les nouvelles connaissances qu'on a avec la recherche scientifique. Donc par exemple, intégrer tout ce qui est en lien avec le budget temps, donc comment le cheval répartit son activité dans la journée, ou alors quel est son comportement social, quels sont ses mécanismes d'apprentissage, etc., pour mieux comprendre comment ça se passe dans sa tête. Il y a également un diplôme fédéral, la capacité détenteur d'équidés, qui est proposé depuis 2019. Ce diplôme-là, il permet d'obtenir toutes les connaissances qui sont nécessaires à la gestion d'un cheval au quotidien. Et il va se découper en 2 modules. Un module théorique qui est en ligne sur le campus FFE, accessible avec les identifiants licence. Et une partie pratique, ça va être une journée de stage dans un club agréé, ou alors cette partie-là, elle est obtenue par équivalence avec le galop 4. Et ce qui est intéressant, c'est que cette capacité détenteur d'équidés, une fois qu'elle est validée, elle permet d'avoir l'équivalence avec le certificat d'engagement et de connaissance qui est obligatoire à la détention de chevaux. Donc si vous détenez des chevaux, le certificat d'engagement et de connaissance est obligatoire. Et vous pouvez l'avoir grâce à la capacité détenteur d'équidés. La fédération, elle propose également plusieurs supports, donc par exemple des publications où on met régulièrement des petites vidéos avec des infos très courtes et très pertinentes sur la connaissance de la biologie du cheval et sur son bien-être, que ce soit des petites photos ou alors des vidéos. Et depuis peu, on a également des panneaux pédagogiques qui ont été mis à disposition des dirigeants qui permettent de découper et de vulgariser la définition scientifique du bien-être animal en l'adaptant évidemment au bien-être équin, avec un panneau qui est également dédié à la relation humain-cheval, comment la rendre plus positive, et une qui est axée uniquement sur les besoins fondamentaux, donc le concept des 3 F comme je vous ai présenté. On a également régulièrement des ateliers pédagogiques, par exemple au championnat de France qui se déroule à La Motte. Ça fait 2 années qu'on organise le challenge bien-être animal.
Cette année, on avait 3 manches. Une manche qui était axée sur la reconnaissance des expressions faciales, comme je vous ai montré avec les petites photos. Une manche qui était axée sur la reconnaissance des plantes toxiques en lien avec le RESP et une manche sur les bonnes pratiques en faveur de la lutte antidopage. Ça a été un petit concours entre les équipes qui permettait à la fin d'obtenir un nombre de points et potentiellement d'obtenir un lot si on fait partie des 3 premiers. Et à destination du grand public, on a également très régulièrement des événements, comme par exemple la fête du sport cette année, où il y a eu un poney club éphémère au Jardin du Louvre, et où nous avions donc 12 ateliers, dont un qui était dédié à la connaissance du cheval et à son observation. Et donc pour conclusion de cette présentation, je voulais marquer le fait qu'il y a un intérêt croissant pour le bien-être animal, pas que pour le cheval, mais notamment. Et donc il y a une remise en question des activités équestres, et notamment parce qu'on a des attentes qui sont fortes en matière de bien-être animal et de bien-être équin au sein des structures, etc., et dans leurs activités du quotidien. Pour répondre à tout ça, il y a des outils fédéraux qui sont à disposition, des poney clubs, des centres équestres, et des dirigeants, des cavaliers, des enseignants. Et il ne faut pas hésiter à les utiliser, justement, c'est en libre service, entre guillemets. Et surtout, ce que je voulais marquer, c'était que le bien-être animal et une meilleure prise en compte de ce bien-être, ça relève d'une responsabilité collective. Si quelqu'un a des activités qui sont néfastes, par exemple, ça va porter atteinte à notre propre activité, parce que comme je vous ai montré sur les réseaux sociaux, etc., ça va rayonner et être englobé dans l'ensemble des activités équestres. Et je voulais vous mettre à disposition, on a une petite adresse bien-être-animal@ffe. S'il y a des questions particulières ou besoin d'informations, on reste dispo, moi et Déborah. Merci beaucoup.